Quand ma sœur s'est mariée, mes parents lui ont donné la maison, l'entreprise et chaque dernier bijou de notre grand-mère. Moi, j'ai reçu une carte cadeau de 50 $ et un sourire en coin. À la réception, mon père m'a regardé et a dit: tu as toujours été un déchet, une déception, ne nous fais pas honte. J'ai ri, j'ai levé mon verre et j'ai dit: profitez bien de votre merde, gardez tout. Des années plus tard, j'ai fait un seul geste qui les a fait pleurer devant ma porte. Ils ont tout perdu, et quand ils sont revenus en rampant, sales, vides, désespérés, je leur ai envoyé une carte cadeau de 50 $ et j'ai fermé la porte. Maintenant, ils crient tous les jours: s'il te plaît, on est fichu, on a besoin de toi. Donc ouais, je sais même pas par où commencer avec ça. Je suppose que le truc le plus étrange, c'était la façon dont oncle Philippe me lançait des regards pendant le mariage, comme s'il vérifiait si j'allais faire un truc ou juste exploser. Toute la journée avait une ambiance bizarre, pas juste la tension familiale habituelle, mais comme si tout le monde était dans une sorte de blague secrète sauf moi. Ma mère était partout, collée à son téléphone, même pendant les photos de famille, et mon père n'arrêtait pas de dire à tout le monde à quel point il était fier de Judith, ce qui soit, mais il le disait tout le temps juste devant moi, de plus en plus fort à chaque fois. Donc ma sœur Judith s'est mariée l'automne dernier, fin septembre, juste après cette canicule de malade, du coup tout le monde transpirait à grosses gouttes même avant le début de la cérémonie. Mariage classique dans une église du Midwest, réception au VFW, toutes les tables avec ces horribles roses jaunes en plastique, et je crois qu'au moins 3 des centres de table avaient des insectes morts dedans. Mais Judith rayonnait, tout le monde l'admirait, elle et son nouveau mari Jacques qui, bon, je l'aime pas, il parle comme s'il essayait de te vendre un timeshare chaque fois que tu lui poses une question. Je suis le seul autre enfant, juste moi et Judith, et ouais, je sais que chaque famille a son enfant en or et l'autre, mais mes parents n'ont jamais essayé de le cacher. Ils disaient qu'ils en avaient eu un pour le garder et un pour les pièces de rechange à. Je m'y suis habitué, je suppose. J'étais toujours celui qui nettoyait les gouttières, réparait le Wi-Fi, prenait les blâmes quand les affaires de Judith disparaissaient. Elle merdait, j'avais droit au sermon. J'ai toujours pensé que c'était juste parce que j'étais l'aîné ou parce que je rentrais pas dans le moule respectable que ma mère voulait exhiber. Donc le jour du mariage, je suis déjà à cran, mais je continue à faire tout le boulot, déplacer des tables, installer les enceintes que mon père n'arrive jamais à faire marcher. Personne me parle vraiment sauf Amy, ma cousine, qui me demande si ça va genre 5 fois avant d'abandonner. Je scrolle sur mon téléphone pendant la moitié de la réception. Judith reçoit un discours dramatique de mon père sur l'avenir de la famille et l'héritage. Moi je suis là avec mon assiette de poulet sec, essayant de pas avoir l'air blasé. Puis il y a ce truc dont personne m'avait parlé, une cérémonie de cadeaux familiale, c'est quoi encore ce délire? Ils font tout un show en appelant Jacques et Judith, et mes parents leur donnent une enveloppe qui ressemblait clairement à un chèque, puis ma mère sort une grosse boîte que je reconnais comme la boîte à bijoux de grand-mère. Ma grand-mère est morte il y a quelques années, la maison est allée à mes parents, censée être partagée entre nous un jour à. Il y a plein de chuchotements, ma tante Skylar me regarde et secoue la tête, mais personne ne dit rien. Ils offrent la maison, l'entreprise familiale je dirais pas ce que c'est, et les bijoux, tout, juste là, devant tout le monde. Mon père parle de faire confiance à Judith pour prendre la relève et faire les bons choix. Judith a l'air super fière et Jacques sourit comme s'il venait de recevoir une Tesla gratuite. Je suis juste là, je sais pas trop quoi faire, genre, est-ce que j'applaudis, je souris, je pense juste à toutes les fois où j'ai aidé grand-mère dans cette maison, tous les week-ends passés à tondre la pelouse, réparer la clôture, peu importe. Et maintenant c'est juste parti, personne ne me regarde, même pas ma mère trop occupée à prendre des photos pour Facebook. Puis c'est mon tour, mon père m'appelle, littéralement juste mon prénom, pas de discours, rien. Ma mère me tend une petite enveloppe en souriant en coin. Je l'ouvre, carte cadeau de 50 $ pour une chaîne de resto. Rien d'autre dedans, pas de carte, pas de mots, même pas une blague nulle. Mon père hausse juste les épaules et dit de pas les embarrasser ce soir, de pas faire de scène. Je reste là avec l'enveloppe, tout le monde me regarde maintenant, comme s'ils attendaient que je pète un câble. Judith rigole, cache sa bouche, mais je vois qu'elle adore ça. J'ai presque envie de jeter la carte à mon père, mais je le fais pas, je rigole juste, même pas fort, plus genre peu importe. Si c'est ça que vous voulez, prenez-le. Je mets la carte dans ma poche, lève mon verre et dis un truc comme profitez bien de votre merde, gardez tout. Honnêtement je me rappelle même plus exactement ce que j'ai dit, mais c'était pas sympa. Je pars, personne me suit. J'entends ma mère dire à quelqu'un que je suis juste fatigué. Ma tante Skylar essaie d'attraper mon bras en passant, mais je l'écarte. Quelqu'un claque une porte dans le couloir, je sais pas qui.
Je sors, j'allume une cigarette même si j'avais arrêté depuis 6 mois. Je reste là à scroller sur TikTok. Je crois que ce qui me touche le plus, c'est que même pas c'était une surprise. J'ai toujours su que Judith était leur préférée, j'ai toujours pensé que j'aurais les restes, mais faire ça comme ça, devant tout le monde, c'était pour m'humilier, pour bien montrer que j'étais pas le bienvenu, pas vraiment dans leur avenir. Je pense que mon père m'en a toujours voulu d'être pas comme lui, de pas vouloir suivre le mouvement. Il disait que j'étais un poids mort, bon qu'à porter des trucs lourds, pas à prendre des décisions. Je crois qu'il voulait un deuxième fils. Moi, à la place, je suis resté dehors presque toute la nuit, à regarder les gens partir, à les écouter rire et parler de la belle cérémonie. Personne ne m'a dit au revoir sauf Amy, qui m'a pris dans ses bras et m'a dit qu'elle était désolée, mais qu'est-ce qu'elle était censée faire? Je suis rentré tôt, j'ai pas parlé à mes parents, j'ai pas répondu au message de Judith, elle m'a envoyé un selfie depuis la voiture comme si j'étais censé m'en soucier. Le lendemain matin, ma mère a appelé, elle a dit que je devrais m'excuser d'avoir rendu les choses gênantes. J'ai raccroché. Mon père a envoyé un message disant de ne pas venir à la maison pendant un moment, qu'ils avaient besoin d'espace. Donc ouais, j'ai reçu le message, et j'ai reçu la carte de 50 $. Je l'ai gardée, je l'ai mise dans un tiroir de mon bureau. Je sais pas pourquoi, c'était comme si la jeter, c'était leur laisser gagner, ou peut-être que je voulais juste me souvenir exactement de ce qu'ils pensaient que je valais. Je prévoyais rien encore, pas à ce moment-là, mais je savais que j'allais pas juste accepter ça, plus maintenant. Je suis pas du genre à partir et laisser les gens me cracher au visage, alors j'ai commencé à réfléchir. La suite, si les gens s'y intéressent, je suppose que ce n'est que le début. Mise à jour 1, j'étais à la station-service genre 2 jours après le mariage, et ce gars de mon ancien lycée, Léonard, que j'avais pas vu depuis des années, crie de l'autre côté du parking, et Floyd, t'as eu le rabais de garçon d'honneur ou quoi? Je suis juste resté là à tenir une boisson énergisante, en essayant de pas éclater de rire ou de craquer. Jean, ça veut dire quoi même? Mais ça m'a fait réfléchir, probablement que toute la ville était déjà au courant pour l'histoire du cadeau. C'est une petite ville, les gens parlent, et ma famille n'a jamais vraiment gardé le drame pour elle. Bref, après le mariage, j'ai baissé la tête pendant un moment, je suis pas retourné à la maison, les discussions de groupe ont commencé à mourir. Même Amy, ma cousine, a arrêté de demander si j'allais bien au bout d'un moment. Ma mère a continué à laisser des messages vocaux à propos de tourner la page et comment je devrais pas laisser une bêtise comme ça diviser la famille, classique. Mon père, rien, juste le silence habituel. Judith a posté 1 million de photos de sa lune de miel, taguant chaque lieu comme si elle essayait de prouver à quel point elle était heureuse. Elle ne m'a pas mentionné une seule fois. Environ une semaine plus tard, mon père m'a convoqué pour une réunion de famille. J'y vais, c'est juste mes parents et Judith. Jacques n'a même pas pris la peine de venir. Ils me font asseoir à la table de la cuisine, au même endroit où j'étais puni quand j'étais gamin, et posent les choses. Ils veulent que je continue à travailler dans l'entreprise, pas comme propriétaire, pas comme associé, juste comme un membre de la famille. Pas de contrat, aucune promesse, même pas un salaire garanti, juste le chantage émotionnel habituel, la famille a besoin de toi, faut que tu fasses ta part, ne laisse pas tomber Judith, tu sais comment les choses se font. Je demande pour le salaire, mon père dit carrément que c'est pas le moment d'être cupide. Judith hausse les épaules. Je les regarde juste, Jean, vous voulez que je continue à faire tourner le truc, réparer vos conneries, mais vous pouvez même pas faire semblant de me respecter. Je leur ai dit que j'y réfléchirais, puis je suis parti. Ma mère a essayé de m'attraper le bras, je me suis dégagé, elle a frappé sur la table et a dit que je faisais mon drame. J'ai rien répondu, j'avais besoin d'argent, alors j'ai pris des heures de boulot partout où je pouvais, j'ai commencé à bosser de nuit pendant un moment juste pour m'en sortir. C'était nul, mais ça m'a laissé le temps de réfléchir. J'ai réalisé que j'étais le seul à vraiment comprendre comment l'entreprise fonctionnait au jour le jour. Mon père gérait juste les chiffres, Judith n'a jamais été intéressée, et Jacques était plus dans le réseau, ce qui voulait juste dire poster sur LinkedIn et essayer de paraître important. Tous les fournisseurs, les contacts locaux, c'est moi qui parlais vraiment avec eux. J'ai commencé à tout noter ce que je savais, contacts, numéros, planning, petites astuces pour que tout roule. J'ai tout sauvegardé, au cas où. Judith a commencé à faire des changements presque tout de suite. D'abord elle a viré un des plus anciens employés, disant qu'il coûtait trop cher et n'était pas efficace, puis elle a changé de fournisseur parce que Jacques avait trouvé un meilleur deal. Je l'ai prévenu que ces gars la plantaient toujours, mais elle a dit que j'étais juste négatif, peu importe.
Je les ai regardés rater des commandes, énerver les habitués, ignorer la moitié des trucs à réparer. Mon père faisait comme si rien n'était grave, disait que ça allait s'arranger tout seul, classique. Un jour, je partais quand Judith m'a coincé dans le couloir, elle voulait que je l'aide avec des papiers, elle a dit qu'elle me paierait quand ça irait mieux. Je lui ai dit que je faisais plus rien sans être payé à l'avance. Elle a levé les yeux au ciel et m'a traité d'égoïste. Je l'ai poussée de côté, elle a claqué la porte derrière moi. J'ai commencé à chercher d'autres options, j'ai mis des alertes emploi, j'ai même créé une nouvelle adresse mail juste pour que mes parents ne puissent pas fouiner. Ils ont toujours été hyper intrusifs, même quand j'étais gosse. J'ai commencé à économiser chaque centime, arrêter de dépenser pour des conneries, j'ai fait un tableau Excel de tout ce qu'il me faudrait pour déménager pour de bon. Je savais que si je partais, tout s'écroulerait, mais je voulais être sûr de pas être tiré en arrière. J'ai commencé à dire aux fournisseurs de m'appeler directement s'il y avait des problèmes, pour m'assurer d'avoir des plans de secours pour tout. La prochaine grosse dispute a eu lieu à un dîner de famille, classique rôti du dimanche trop cuit, tout le monde faisant semblant d'être heureux. Judith a annoncé tout un tas de nouvelles politiques pour l'entreprise, que des trucs insensés, plus d'heures, moins de paix, coupé sur la sécurité. Je l'ai confrontée, j'ai dit qu'elle allait foutre le feu à la baraque. Mon père a dit que j'étais obsédé par les problèmes et que je devais commencer à faire partie de la solution. J'ai ri et j'ai dit peut-être que vous devriez écouter la personne qui sait vraiment ce qu'elle fait. Il s'est énervé, s'est levé, a repoussé sa chaise. Ma mère, elle, regardait juste son téléphone. Je suis parti avant que ça dégénère, j'ai claqué la porte en sortant. Après ça, j'ai commencé à parler aux gens qui comptaient vraiment, les fournisseurs, les clients fidèles, des anciens collègues. J'ai pas brûlé de pont, mais j'ai laissé entendre que je pensais à partir. Quelques personnes m'ont averti que Judith et Jacques disaient que j'étais instable et que je jouais pas en équipe, ce qui était hilarant. Mon père m'a appelé un soir, a essayé de me culpabiliser pour que je revienne, a dit que Judith était sous beaucoup de pression. Je lui ai dit que je ne reviendrais pas à moins que les choses changent. Il a raccroché. J'ai commencé à passer plus de temps loin de la maison, à squatter chez des amis quand je pouvais. Ma mère essayait de faire comme si tout allait bien, mais je voyais qu'elle était inquiète. Une fois, elle s'est pointée chez moi sans prévenir, a frappé pendant genre 10 minutes. J'ai fini par lui ouvrir. Elle s'est mise à pleurer, disait qu'elle savait pas quoi faire, me suppliait juste d'être la personne mature. Je lui ai dit que j'en avais fini d'être le punching ball et que si elle voulait que ça fonctionne, elle devait parler à papa et Judith, pas à moi. Elle est partie sans dire au revoir. La goutte d'eau, ça a été quand Jacques a essayé de me faire revenir en m'offrant une part des bénéfices si je faisais tout le sale boulot. Je lui ai ri au nez. Il m'a poussé. Je l'ai repoussé. Judith a hurlé à tous les deux de grandir. Je lui ai dit de profiter de son petit empire parce que je n'allais pas venir le sauver quand il commencerait à s'effondrer. Je suis parti et cette fois je ne me suis pas retourné. C'est là que les choses ont commencé à changer. J'ai arrêté de répondre aux appels, arrêté d'apparaître, je sentais la tension monter, comme si tout le monde attendait que je revienne en rampant, mais j'avais fini de jouer à leur jeu, j'ai commencé à faire des plans, des vrais. Je n'allais pas juste partir et les laisser oublier ce qu'ils m'avaient fait. Je voulais qu'ils le ressentent, vraiment, profondément. Partie 3, si tu veux, c'est là que ça devient vraiment bordélique. Mise à jour 2, tu sais ce qui est drôle? Le premier signe était tellement nul que j'ai failli le rater. J'ai reçu un mail d'un fournisseur, même pas un que j'aimais bien, juste un petit « Désolé de vous voir partir, j'espère que vous trouverez mieux ailleurs ». J'ai vérifié la date. C'était le jour après que j'avais dit à Judith et Jacques que j'étais parti pour de bon, plus de services, plus de réparation de leurs conneries. Ils n'ont même pas discuté cette fois, ont juste fait comme si je bluffais. J'ai attendu une grosse crise de famille, elle n'est jamais venue, en tout cas pas comme je l'aurais imaginé. Ma mère m'a envoyé un message une fois, un emoji pouce levé, comme si on était des potes qui venaient de finir une séance de sport. Mon père n'a rien dit. Peut-être qu'il pensait que j'allais revenir quand tout se calmerait, comme toujours. La première semaine était bizarre. Je recevais des messages à moitié paniqués de Judith à propos de trucs qui tombaient en panne, de gens qui ne venaient pas, de livraisons manquées. Je laissais ces messages en vue, je savais à quel point elle détestait ça. La semaine suivante, Jacques a appelé et dit qu'il allait s'en occuper. Puis il m'a bloqué, lol. J'ai baissé la tête, bossé mes petits boulots, arrêté d'aller à l'ancien endroit, je faisais en sorte de ne jamais être chez moi quand mes parents étaient dans le coin. Je voyais leur voiture dehors, parfois garée de l'autre côté de la rue,
comme s'ils espéraient me surprendre en train de sortir les poubelles ou un truc du genre. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai commencé à entendre des trucs en ville, rien de gros, juste du bavardage. Alors mec, tu bosses toujours avec ta famille, j'ai entendu dire qu'ils avaient des problèmes. Mon ancien voisin m'a demandé si je pouvais l'aider à réparer une clôture cassée, a dit que ça lui manquait de me voir dans le coin. Je suis allé chez lui et pendant que j'y étais, il m'a dit que l'entreprise avait l'air de galérer. J'ai juste haussé les épaules. Puis ça a vraiment commencé à se casser la gueule. Judith essayait de gérer l'affaire comme un tableur, Jacques essayait de sortir de tous les problèmes grâce à son réseau, et mon père jetait juste de l'argent sur tout. Mais si tu sais pas comment fonctionne l'endroit, l'argent n'aide pas, ils ont commencé à perdre les habitués. Les gens voulaient pas supporter les nouvelles règles, qui n'étaient que des moyens pour Judith de paraître organisée. Les fournisseurs que je leur avais déconseillés ont commencé à se désister, parfois à complètement les ghoster. Ami m'a dit qu'ils se disputaient pour les factures, se rejetaient la faute entre eux, blâmaient mon père, me blâmaient moi. Le truc, c'est qu'aucun d'eux ne savait vraiment faire les tâches quotidiennes, même les trucs de base comme suivre qui était en service ou quand sortir les ordures. Ils m'ont appelé plusieurs fois, désespérés, juste pour me demander où était un fichier ou comment redémarrer le système. Parfois je répondais juste, plus mon problème, et je raccrochais. Mon père a appelé une fois, a essayé de me culpabiliser, m'a dit que je détruisais la famille. Je lui ai dit que c'était déjà lui qui avait fait ça. J'ai entendu dire par quelques anciens employés que ça devenait moche. Judith criait sur les gens, Jacques menaçait de baisser les salaires, mon père traînait dans les couloirs en marmonnant à propos d'enfants ingrats. Un gars m'a dit qu'il avait démissionné après que Jacques ait essayé de lui faire un double shift sans paye supplémentaire. J'ai dit, bien joué. Un jour, peut-être un mois après mon départ, j'ai croisé ma mère au supermarché. Elle avait l'air fatiguée, pas malade ou quoi, juste comme si elle n'avait pas dormi. Elle m'a même pas dit bonjour, m'a juste regardé comme si j'étais un étranger. J'ai attendu qu'elle dise un mot, mais elle est juste partie. Le vrai bazar a commencé quand les clients ont commencé à laisser des avis en ligne, pas même des avis en colère, juste honnête, service lent, commande ratée, personne savait ce qui se passait. Quelques personnes m'ont tagué dans les commentaires, demandaient si j'étais encore là, si je pouvais réparer les choses. J'ai ignoré. J'ai commencé à recevoir des messages des fournisseurs me demandant si je voulais revenir. Je n'ai pas répondu. Un soir, mon père s'est pointé à mon appart, sans prévenir, a frappé à la porte jusqu'à ce que mon voisin du dessous hurle. J'ai ouvert, il m'a poussé, a essayé de forcer l'entrée chez moi. Je l'ai bloqué. Il criait que je détruisais tout, que j'étais la raison pour laquelle la famille tombait en morceaux. Il a même essayé de me gifler, mais j'ai attrapé son bras et je l'ai repoussé dehors. Il m'a insulté, a dit que j'étais mort pour lui. J'ai claqué la porte. La semaine suivante, Judith m'a appelé en larmes, a dit qu'il perdait de l'argent, que Jacques parlait de faire un prêt sur la maison, que papa la rendait responsable de tout. Elle m'a supplié de revenir, juste un peu, juste pour stabiliser. J'ai dit non. Elle a raccroché. Après ça, c'était comme un raz-de-marée. Ma mère a recommencé à appeler, Jacques m'a envoyé un message disant qu'il me donnerait une vraie part si je revenais pour l'aider à maintenir à flot. Je l'ai laissé en vue. Ami m'a envoyé un message, disait que la famille était un désastre, m'a demandé si je voulais parler à ma mère. Je lui ai dit que j'en avais fini. La dernière fois que mon père a essayé de me voir, il a attendu devant chez moi pendant des heures. Je pouvais le voir depuis ma fenêtre, il tournait en rond, regardait son téléphone, de plus en plus furieux. Finalement, il est parti. Judith m'a envoyé un long mail pour me rendre responsable de tout. En disant que j'avais abandonné la famille. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Maintenant je regarde de loin. La maison est en vente, j'ai entendu ça par ami. Ils sont en retard sur les factures, l'entreprise est pratiquement morte, et Judith et Jacques se disputent tous les jours. Mon père ne parle plus à personne en dehors de la famille. Ma mère essaie de faire comme si de rien n'était. Je sais que certaines personnes vont dire que je devrais me sentir coupable ou essayer d'aider, mais honnêtement, ils ont fait leur choix. Je leur ai donné toutes les chances, je les ai prévenus encore et encore. Ils voulaient que je parte, alors je suis parti. Maintenant ils voient ce qui arrive quand le déchet inutile s'en va. Mais j'en ai pas fini, loin de là. La prochaine partie, c'est celle où je mets enfin le dernier clou dans le cercueil. Si tu lis encore, accroche-toi. Dernière mise à jour, tu as déjà reçu plein d'appels manqués de ta mère, ta sœur et ton père, tous en même temps.
Genre des appels empilés sur d'autres appels, empilés sur des messages vocaux? C'est comme ça que je me suis réveillé, 2 mois après les avoir laissés mijoter dans leur propre merde. Au début, j'ai cru que quelqu'un était mort, mais non, juste ma famille réalisant enfin qu'ils étaient fichus. Le premier message que j'ai écouté venait de ma mère, sa voix tremblante, me demandant si je pouvais rappeler s'il te plaît, c'est important. Le suivant, c'était Judith, complètement en panique, disant qu'on devait parler, que c'était une urgence. Le dernier, c'était mon père, et lui, il a même pas essayé de faire semblant d'être calme. Justin, Floyd, tu dois répondre, on a besoin de toi, c'est fini, même pas un bonjour. Je suppose que j'aurais pas dû être surpris. J'avais déjà entendu des trucs. Amy m'a envoyé un message disant que l'entreprise était foutue, genre complètement foutue. La maison était à vendre, ils allaient probablement pas en tirer ce qu'ils voulaient. Apparemment Jacques avait essayé d'arranger les choses en contractant un prêt, et avait ruiné leur crédit. Le plus bizarre, c'était d'entendre mon ancien voisin dire que mes parents distribuaient des flyers en ville pour susciter de la sympathie ou peut-être trouver des clients, qui sait. Imagine ton père, debout devant l'épicerie, en train de supplier pour du business après toutes ces années à se comporter comme le roi du quartier. J'ai joué sur le long terme, pas comme un génie du mal, juste, j'ai pas volé à leur secours chaque fois qu'ils appelaient. J'ai ignoré chaque message de quelqu'un me demandant de l'aide. J'ai effacé. J'ai gardé la tête baissée, bossé, payé mes factures à temps, gardé les reçus de tout. Je me suis fait un devoir de passer devant l'ancienne maison de temps en temps, juste pour voir s'ils étaient là. Parfois je les voyais par la fenêtre, les lumières éteintes en plein jour, assis autour de la table de la cuisine, probablement en train de se disputer pour savoir qui avait tout foutu en l'air. Puis est venu le jour où ils sont apparus à ma porte, tous les trois, physiquement là, frappant si fort que la porte tremblait. J'ai regardé par le Judas. Ma mère pleurait. Judith avait l'air de pas avoir dormi depuis une semaine. Mon père était rouge de colère, hurlant contre quelqu'un au téléphone. J'ai pas ouvert tout de suite. J'ai juste écouté pendant qu'ils se disputaient dehors, même pas la peine d'essayer de baisser la voix. Mon père n'arrêtait pas de dire, Floyd nous doit ça, il peut pas juste nous laisser couler. Judith le suppliait de se taire. Après peut-être 10 minutes, j'ai ouvert la porte. J'ai rien dit, juste resté là. Ma mère s'est mise à supplier, pleurant à chaudes larmes, disant qu'ils étaient finis, qu'ils avaient besoin de moi, qu'ils feraient n'importe quoi. Judith a essayé de jouer la carte de la famille, tu peux pas nous laisser comme ça, on est ta famille, s'il te plaît, aide-nous. Mon père me fixait juste comme s'il me défiait de dire non. J'ai pas dit grand-chose, juste, attendez une minute. Je suis allé à l'intérieur et j'ai pris la seule chose que j'avais gardée dans mon tiroir depuis le mariage, la carte cadeau de $50. Je l'avais jamais utilisée. Je suis revenu à la porte, je l'ai tendue à mon père et je lui ai dit, voilà ton héritage, j'espère que ça t'aidera. Judith s'est effondrée en sanglots, ma mère a essayé d'attraper mon bras, je me suis dégagé. Mon père a essayé d'entrer de force dans l'appart, mais je l'ai bloqué et repoussé dehors. Il a frappé le chambranle de la main, a crié que j'étais une honte. J'ai juste refermé la porte au nez. Ils sont restés là un moment, à crier, supplier, puis juste s'asseoir. J'ai regardé depuis la fenêtre. Des voisins jetaient un œil, un gamin a filmé avec son téléphone. Ils ont fini par partir, mais pas avant que ma mère essaie de frapper encore une fois, plus doucement cette fois. Je n'ai pas ouvert. Depuis, c'est plus de la même chose. Des appels, des textos, des emails de mes parents, de Judith, parfois de gens que je connais à peine, tous disant la même chose, s'il te plaît, on est foutu, on a besoin de toi. J'ai bloqué leur numéro, changé mon adresse mail, arrêté de répondre à la porte si je sais pas qui c'est. Une fois, Amy est venue, a dit qu'ils vivaient de soupe en boîte et de pain bas de gamme, que je devrais au moins leur parler. J'ai dit non. Elle a claqué la porte en partant. Le plus étrange, c'est à quelle vitesse les autres ont tourné Kazakh. Les gens en ville ont commencé à agir comme s'ils n'avaient jamais aimé mon père de toute façon. Certains disaient carrément que Judith avait toujours été méchante, que Jacques était une blague, que ma mère était snob. J'ai même pas eu de remords. Ils ont construit leur propre enfer. Moi, j'ai juste fait en sorte qu'ils y restent. Voilà, je suppose que c'est fini. Ils ont tout perdu, maison, entreprise, argent, respect. Ils sont devant ma porte, en train de hurler tous les jours qu'ils sont finis, qu'ils ont besoin de moi. Tout ce qu'ils reçoivent de moi, c'est la même chose qu'ils ont pensé que je valais, une carte cadeau de $50 et une porte fermée. Et ouais,
Je dors très bien.